Manager aujourd'hui, c'est décider, ajuster, se positionner, souvent dans l'incertitude. Bienvenue dans Potentiel de Manager, je suis Mylène Cosenza. Ici, on parle du management tel qu'il se vit sur le terrain. Pour celles et ceux qui managent et dirigent ou s'y préparent, qui choisissent la lucidité et surtout le courage managérial. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de recevoir non pas une personne mais 3 personnes dans le podcast. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Je vous propose de vous présenter aux auditeurs et d'expliquer qui vous êtes, de quelle entreprise vous êtes. Alors, Marcel Ragny, moi je suis vice-président de l'entreprise du groupe Ragny. Je suis également président de l'UIMM, l'Union des industries de la métallurgie, des métiers de la métallurgie pour la Côte d'Azur et pour la région Sud. Et j'ai œuvré pendant 54 ans au sein d'entreprise qui fabrique du matériel d'éclairage public. Et je continue encore à suivre un petit peu les événements avec les garçons qui ont pris la tête du groupe. Je suis Jean-Christophe Ragny et donc je dirige aujourd'hui le groupe avec Stéphane. Je m'occupe sur la partie développement international en fait, du groupe et toujours vraiment spécialisé dans l'éclairage public en général et dans tous les métiers qui tournent autour de la ville intelligente, etc. Et donc Stéphane Ragny, le petit frère, et puis qui dirige également donc avec Jean-Christophe, un cursus, arrivé dans l'entreprise en 2000. Le petit dernier à l'époque, on en parlera peut-être plus tard sur les 9 Ragny qui étaient présents, j'étais le 9e, et repris la présidence récemment depuis juin de l'année dernière, et avec une casquette opérationnelle qui est la direction du commerce France. Merci. Marcel, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Ragny ? Donc on a compris que c'est une entreprise familiale. Un petit peu, mais l'histoire est longue puisque l'entreprise va bientôt avoir 100 ans. Elle a été créée par mon grand-père en 1927, qui était un immigré italien et qui a créé sa petite ferronnerie au Creux de Cagnes et qui a très vite développé parce qu'il avait des bonnes mains et puis il avait une volonté de travail. C'était un immigré qui avait tout perdu en quittant l'Italie et il voulait se reconstruire en France. Et donc il a monté cette entreprise. En 1936, mon père est arrivé à ses côtés. Il a repris l'entreprise en 1946. Il a œuvré, il a eu 5 enfants. Il y a eu la guerre, donc après guerre, ils ont redémarré l'entreprise, le père et le fils. Mes 2 frères aînés sont rentrés dans les fins des années 50, 56 et 59 exactement. Et ils ont travaillé aux côtés de mon père et pour en reprendre les rênes, parce que mon père est tombé malade. Moi, je suis rentré en 1971 pour travailler avec mes frères et mon père. Et puis mon père est décédé en 1973, donc en 1974, on a fait rentrer les 2 sœurs et on s'est retrouvés tous les 5 et on a créé la SARL Ragny Frères qui a œuvré au développement. Donc la 3e génération a vraiment développé l'entreprise. Au départ, articles de cheminée et beaucoup de ferronnerie et de la lustrerie d'intérieur. Pour dévier après dans les fin des années 70 sur l'éclairage public. Et là, on s'est aperçu que la ferronnerie déclinait, donc on a travaillé beaucoup plus sur l'éclairage public. Et on a travaillé pendant 34 ans ensemble, les 5 frères et sœurs. Et on a fait rentrer au fur et à mesure des années, 94, mais tu me corrigeras si je me trompe, ma nièce Stéphanie, Sandra en 80. Non, Sandra 92. Sandra 91. Hein. Sandra 91, Stéphanie en 93 et moi en 94. Voilà, et Jean-Christophe en 94 et Stéphane en 2000. Et on s'est retrouvés 9 Ragny dans la société. Et en 2008, mes 4 frères et sœurs ont décidé de prendre la retraite. Donc la 4e génération est arrivée, était présente. Et la logique même dans une entreprise familiale, c'est la transmission. Donc, ils ont transmis aux enfants, mais moi j'étais trop jeune pour partir, donc je suis resté avec eux encore pendant 16 ans. J'ai pris la présidence du groupe, de l'entreprise au départ, qui est devenue un groupe après. Et j'ai quitté la présidence en 2024. Voilà. Et comment ça se passe quand on rejoint l'entreprise familiale avec
ce qui peut se passer, j'imagine, dans les discussions familiales, dans les échanges. Comment ça se passe? Comment se fait sa place? Alors si je dois parler de mon expérience à moi, pas du tout destiné à travailler dans l'entreprise puisque j'ai fait le lycée hôtelier de Nice, donc je D'accord. voulais voilà, faire de la cuisine, d'hôtellerie, etc. Bon, à l'époque, on cherche pas du travail comme on cherche aujourd'hui, avec des accès Internet et autres. Il fallait envoyer des CV, être un peu plus, je dirais, proactif en amont. Et à la fin d'un contrat, au mois de novembre, enfin c'était octobre, et en novembre, je suis rentré dans l'entreprise en disant à mon père, si tu as besoin de quelqu'un jusqu'à la fin de l'année. Et puis finalement, ça fait depuis 1994, donc 31 ans que je travaille dans l'entreprise. Donc une fois qu'on tombe dans la marmite, comme on dit, au début, c'était pas vraiment un choix. On va dire que je me suis retrouvé dans l'entreprise avec des horaires un peu plus adaptés à une vie à peu près normale. Et puis finalement, j'y suis resté. Ça s'est professionnalisé forcément. Et après, du coup, je suis rentré vraiment dans le cadre du vrai fonctionnement de l'entreprise, donc avec un contrat de qualification, une professionnalisation en fait de ce que je faisais, de la production pour le résumer très rapidement après les achats. Et après, je suis rentré à l'international sans forcément l'avoir vraiment choisi, mais il y a eu voilà, des opportunités qui se sont créées. Et donc, début des années 2000, j'ai repris la responsabilité export de l'entreprise qui, à l'époque, voilà, travaillait historiquement avec des pays que notre ancien directeur export avait développé. Puis au fil des années, les choses ont évolué, on va dire, différemment. Mais c'était pas ce chemin-là, en fait, cette destinée-là, n'était pas forcément prévu à l'avance. Et puis ça s'est fait toujours dans beaucoup comme disait notre père tout à l'heure, la transmission, mais avec beaucoup de bienveillance malgré tout, de l'éducation, de l'accompagnement, de la bienveillance. Donc ça a toujours été un espèce de cadre et un environnement qu'on a vécu nous personnellement, et je pense qu'on a aussi réussi à transmettre et à intégrer dans notre processus quotidien avec nos collaborateurs. Pour compléter, je pense pour ceux qui nous écouteront, c'est important aussi de se situer dans l'idée d'une entreprise familiale et puis aussi notre famille. En tout cas, pour nous, c'était les fondamentaux. On rentre dans l'entreprise de la même manière qu'on a l'éducation dans la vie et dans la famille, donc le respect. Dans les critères qui étaient importants dans l'entreprise, c'était le respect, pas de jalousie, et évidemment trouver des solutions qui ont été naturelles, puisqu'on est éduqués tous de la même manière, hein, parce que les 5 frères et sœurs, ils ont fait le même job. Enfin, en tout cas, les 2 grands frères de mon père ont fait le même job avec leurs filles, et donc on s'est retrouvés avec le même type d'éducation qui a permis, et nous, moi je me rappelle, on nous dit quotidiennement comment vous avez fait à travailler en famille, alors que pour nous c'était une facilité de travailler en famille, parce qu'on s'entendait tous très bien. Et donc l'entreprise, après, notre éducation était liée au fait d'être un petit peu à la dure, mais toujours juste. Et voilà, moi, pour la petite anecdote, je pense quand je suis rentré en 2000, mon oncle, le grand frère à mon père, qui n'était pas l'aîné, pour le bon premier jour de travail, il m'a dit « Je te connais pas dans le monde professionnel, donc si t'es pas bon, tu dégages ». Et il m'avait pas encore dit bonjour. Donc ça peut paraître méchant, mais ça l'était pas. C'était juste qu'il fallait instaurer les bases, et les bases étaient dès la première minute. Et il fallait prouver, arriver avant, partir après, et trouver des solutions pour toujours faire mieux et avancer en fait. Ce qu'il voulait pour nous, c'était qu'on travaille et qu'on soit efficace. Et ça nous a permis aussi de garder un fil important pour avancer dans l'entreprise et la faire grandir comme on l'a fait aujourd'hui, quoi. Et ces valeurs, c'est la rigueur, le fait de s'investir, de trouver des solutions. Vous fonctionnez comme ça avec vos équipes aujourd'hui? Alors oui, on retransmet toujours un petit peu l'esprit. Alors après, quand on travaille avec les équipes, il y a aussi, je pense que c'est un des maîtres mots aussi, beaucoup de confiance et d'autonomie. Parce que, après, d'une part, parce que de notre côté, dans notre cursus, on a aussi beaucoup été livrés à nous-mêmes, hein. Moi, de mon côté, j'ai pas le même cursus que mon frère, mais vous l'avez compris, on arrive tous d'une vision professionnelle ailleurs, et en rentrant dans l'entreprise parce qu'il y avait une place qui se créait, mais quand on a travaillé au quotidien, moi je travaillais sur les sites du Var qui venaient d'être créés, j'étais à 1 heure de route de l'ancien siège, et je me débrouillais tout seul, et plus je me débrouillais, plus on me laissait faire. Et c'est aussi ce qu'on transmet de notre côté à nos équipes. Voilà, il y a le reporting, entre guillemets, et la manière de communiquer de nos managers ou des collaborateurs qu'on a. Mais on leur laisse beaucoup d'autonomie. Par contre, on est capable d'avoir la vision de quand ça va pas, d'aller chercher un petit peu ce qui se passe, en fait. On va laisser beaucoup d'autonomie quand on sent que tout se passe bien, et donc ça permet aussi, des fois on peut avoir des collaborateurs qui estiment que cette autonomie, elle est trop présente, qui ont de temps en temps ou besoin de se reporter, ou besoin
de partager plus, parce qu'on est aussi, nous, de notre côté, un peu à droite, à gauche et à 10 000 à l'heure. Donc, des fois, c'est compliqué de trouver le temps, mais quand il y en a besoin, on le trouve. Donc, on va manager comme ça. Et il y a aussi énormément de feeling dans l'esprit, dans la manière dont on fait les choses. Voilà, on est autodidacte et puis on n'est pas arrivé dans l'entreprise. Enfin, moi, je me suis pas projeté quand je suis rentré dans l'entreprise en me disant que j'allais reprendre la présidence d'un groupe qui fait plus de 400 personnes aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'anecdote, puisque mon père parlait de 2008, quand les anciens sont partis, en 2008, on était 9 RANI pour 46 salariés. Et on est aujourd'hui 3 RANI pour plus de 420 collaborateurs. Donc ça a vachement évolué en quelques années. Et donc tout ça, on s'adapte. On s'adapte, on a envie d'apprendre. Et le fait d'apprendre, on évolue. Et surtout, on emploie des collaborateurs et des managers qui ont un savoir-faire qu'on n'a pas forcément. Je pense que c'est important de se dire que quand on est patron, il faut avoir la manière de pouvoir piloter les gens qui savent chacun dans leur domaine, justement pour les laisser avancer et pouvoir nous expliquer ce qu'il faut faire ou pas faire, et à nous d'arbitrer, de piloter d'abord, mais d'arbitrer aussi les décisions qui sont propres à eux parce qu'ils ont fait les études pour, d'une part. Et voilà, dans la confiance toujours. Et par rapport à ce que vient de dire Stéphane, c'était comme ça au départ? Autonomie, confiance, Alors, chacun va apprendre par lui-même, on prend les managers et puis on pourra les piloter et toute confiance. Alors moi, quand je suis rentré, j'avais 14 ans. Donc, je peux vous dire que c'était un petit peu, c'est pas germinal, mais ça faisait pas longtemps qu'on l'avait quitté. Donc, c'était pas pareil, hein. Moi, j'ai toujours le souvenir d'être rentré dans une ferronnerie, pas pour l'argent, mais simplement parce que je voulais travailler avec mon père et mon frère, et mes frères. Donc, c'était pas l'argent qui m'attirait, c'était le fait de quitter l'école pour pouvoir aller travailler. Après, une fois que je suis rentré, mon père a fait le travail, il m'a fait rentrer, mais mes frères, qui étaient déjà très avancés et très impliqués, ils ont vu arriver le petit frère et ils m'ont dit, si t'es bon, tu restes, si t'es pas bon, tu dégages. Et c'est une phrase qui s'est répétée avec mes 2 fils et avec mes nièces, parce que c'était la règle de l'entreprise. Ils voulaient pas avoir quelqu'un de la famille qui puisse être un boulet. Mais par contre, s'il était bon, la confiance rentrait et à ce moment-là, on lui donnait de plus en plus de responsabilités. Quelquefois même, quitte à l'étouffer un petit peu pour le pousser dans ses retranchements les plus profonds. Donc, la confiance a toujours été de mise dans l'entreprise et ceux qui n'ont pas réussi à faire partie de cette aventure, ils ont fait quelques petits passages, mais ils ne sont pas restés parce que malgré tout, c'est dur de travailler en famille parce qu'il y a des exigences. Quand on rentre dans l'entreprise, on veut toujours que, bon, pour moi, mon frère disait, il faut que tu sois le meilleur. Il me disait, il faut que tu sois le meilleur, mais moi, mes enfants, j'ai dit, il faut que vous soyez les meilleurs. Donc, on n'a pas le droit, on laisse pas le droit à quelqu'un de la famille d'être moins bon que les autres. Voilà. Et après, ben, cette confiance, elle se répand sur les salariés, parce que quand on est autodidacte comme on l'est, comme je l'ai été, comme le sont mes fils, ils ont appris des métiers différents, mais on se retrouve dans une entreprise industrielle. Et ben, quand on est autodidacte, on ne sait pas tout. Et donc, il faut s'entourer de personnes compétentes qui deviennent un petit peu des bébés rani. Moi, je les ai toujours appelés les bébés rani parce qu'ils se sont impliqués avec nous. Et ce qu'ils savaient faire, ben, je savais pas le faire ou on savait pas les faire. Et les autres l'ont fait, nous ont accompagnés, ils ont évolué avec nous. Ben, moi, je suis rentré apprenti, j'ai fini président. Ils sont rentrés ouvriers, ils sont devenus présidents. Donc, le parcours est le même. Et les personnes qui sont compétentes à nos côtés évoluent avec nous. Parce que malgré tout, chaque fois qu'on change de poste, on est obligé de transmettre celui qu'on avait auparavant pour pouvoir faire le nouveau. Donc, on fait toujours évoluer quelqu'un qui est à nos côtés, ou on fait rentrer quelqu'un pour remplacer ce poste qu'on avait. Et comment s'est passée la transmission? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure quand on était en off, moi je suis quand même un peu moins là maintenant. Ce sont eux qui sont aux commandes. Comment ça s'est passé cette transmission et ce moment de je suis là mais beaucoup moins?
Comment Alors, vous l'avez vécu aussi peut-être? Oh, nous, alors, enfin, en tout cas, le sentiment, je dirais qu'on partage assez souvent, même si chacun a son caractère et a une vision un petit peu des choses ou de la vie, et des fois qui peut être un peu différente, mais dans l'entreprise, on se retrouve toujours, on se recoupe. J'ai la sensation, depuis 31 ans dans l'entreprise, que tout est fluide. Ce qui est assez surprenant pour les gens de l'extérieur, parce qu'on a une entreprise familiale et que c'est vrai qu'il y en a qui vous disent « Oh là là, travailler en famille, c'est compliqué, etc. » Finalement, c'est une grande famille aujourd'hui, puisqu'il y a quand même voilà, une grande entreprise avec beaucoup de collaborateurs. Mais on a toujours trouvé ça fluide, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des étapes qui ont été introduites, des choses qui se sont faites. Il n'y a jamais eu de rupture ou d'accélération de certains processus. Tout a pris du temps. Si on peut parler de la dernière, alors les autres d'avant, on a eu nos oncles et nos tantes qui ont été hyper bienveillants et qui ont préféré comment dire, nous donner l'opportunité de racheter l'entreprise plutôt que de vendre plus cher à un groupe étranger en laissant mourir en fait l'histoire de la famille. Derrière, on a eu nos cousines qui ont eu envie de vivre une autre vie, nous ont accompagnés et ont été parfaites pendant les 10 années où on a collaboré ensemble. Elles ont assumé leur nouveau poste, nouveau rôle, peut-être un peu surestimé comme elles nous l'ont dit, et elles se sont retrouvées à une période de leur vie où à presque 50 ans, elles avaient envie d'autre chose. Elles ont tout fait pour qu'on puisse se poser ensemble et qu'on puisse racheter l'entreprise, que ça se fasse du tout vraiment de façon très fluide et pas dans la douleur. C'est souvent financier ou organisationnel, il faut trouver des solutions. Et la transition avec notre père, elle a été aussi très fluide, parce que finalement, on va dire qu'il a pris sa retraite officielle en 2024, mais ça fait déjà depuis 2020, 2021, on va dire qu'on est vraiment totalement dans l'opérationnel, qui nous accompagne dans des décisions, et au fur et à mesure, 10 questions, 10 réponses, puis après c'est plus que 8, et puis 5, et puis après quand c'est fluide et que ça se fait naturellement, il a décidé de lever le pied, comme l'ont fait ses frères et sœurs avant, etc. Donc c'est assez naturel, on le vit sans forcément en fait mettre d'échéance sur les choses, quoi. chez nous, en tout cas. Ouais, Oui, chez parce nous que c'est comme ça, ouais. c'est important aussi de préciser que comme nous, comme il dit mon frère, tout est fluide. Ça n'est pas forcément tout le temps chez les autres, dans les entreprises familiales. Moi, j'ai vu autour de moi au quotidien des pères et des fils, ou des pères et des filles, ou des mères et des fils qui se déchirent parce que la transmission n'est pas faite correctement. Je pense quand même qu'il y a un maître mot, que ce soit pour la transmission ou tout autre sujet, c'est la communication. Nous, on est très proches déjà avec notre père, et on a beaucoup discuté de plein de choses, et donc naturellement, enfin nous, on est encore heureux aujourd'hui de dire que notre père est tout d'abord vice-président toujours à nos côtés, mais oui, il s'est détaché, mais par contre toujours agréable et un grand plaisir de le voir avec nous, parce qu'en fait, il n'empiète pas, comment dire, maladroitement sur nos décisions. Par contre, il y a ce côté patriarche aujourd'hui qui va donner le conseil de ce qu'il a vécu. Maintenant, il est au courant et sans aucune contrainte de savoir que la technologie l'a dépassé, par exemple. Par contre, ça n'empêche pas de donner des bons conseils à ses enfants qui, quoi qu'il en soit, moi j'ai 45 ans, il en a 4 de plus, on continue à grandir, et dans l'entreprise et dans notre vie. Donc on a de temps en temps aussi besoin de cette oreille. Et donc tant qu'il est avec nous, à nos côtés, et que c'est pas perturbant, il n'y a pas de souci. Quand on voit des fois des choses où vous avez le patron, il a 80 ans, il est plus dans le délire, et il continue à ou prendre des décisions, ou en tout cas faire perdre des fois du temps à ses collaborateurs, ou même ses enfants qui ont envie d'avancer. Moi j'ai connu des entrepreneurs qui me disaient basta, je préfère que l'entreprise soit vendue parce que j'arrive plus avec mon père, je suis étouffé. Ça, nous, on l'a jamais vécu en fait. C'est là aussi le côté fluide de se dire voilà, on avance. Si ça le dépasse, il va nous dire pas de souci, avancez parce que je pense que ça va bien se passer. Ou alors faites attention les enfants quand même. On ne sait jamais, là, ça peut être compliqué. Et du coup, ça nous permet aussi de prendre le recul, de réfléchir différemment. Et ça fait partie de la construction en fait. Donc c'est ça qui est super, pour moi, important. Enfin pour nous, important. Et ça permet la décision des fois, ou la vision, la réflexion différente, parce qu'on l'a à trois en fait. Voilà. Et sans jamais avoir eu besoin de vous faire accompagner à un moment donné sur certains échanges ou... Si, on a été obligé de se faire accompagner par des hommes de loi, par des avocats, fiscalistes, par toutes les personnes qui peuvent nous conseiller sur le côté valeur du produit, transaction, pacte du trade, tout ce qu'on peut avoir autour d'une transmission. Mais la transmission, c'est avant tout une volonté. Parce qu'il peut y avoir les meilleurs financiers à côté, si la volonté de celui qui part, c'est de ruiner ses enfants, ou c'est de lui donner un bébé malade, c'est pas terrible. Mais moi,
je n'ai fait que reproduire ce qui s'est passé auparavant. Mon grand-père malheureusement est décédé, mon père a continué, mon père est décédé, les enfants ont repris, mais mon frère a lâché à 62 ans avec une volonté de voir les enfants s'émanciper et construire, c'est-à-dire les 4 enfants à l'époque, puisqu'il y avait mes 2 nièces et mes 2 fils. Et moi, j'ai toujours dit, je partirai quand mes enfants seront prêts, bien entendu, mais j'aurais pu rester encore 10 ans, c'est pas un problème. Mais à un moment donné, dans la transmission, il faut savoir qu'il peut y avoir qu'un chef. Il peut y avoir qu'une direction aux commandes, et il peut pas y avoir. Moi, je dis toujours, le vieux, il faut qu'il dégage à un moment donné parce qu'il a des idées tellement protectionnistes qu'il peut être un frein à l'évolution de l'entreprise. Alors que quand on a 20 ans ou 25 ans de moins, on a un peu plus la fougue de la jeunesse et on a envie d'entreprendre comme on a pu le faire, nous, les aînés, quand on avait 40 ou 45 ans. Donc il faut laisser la place aux nouveaux dirigeants pour qu'ils puissent avoir une vie de dirigeant et pas de dirigeant, je dirais presque de papier qui est là à l'écoute de l'aîné qui dit tu devrais faire ci, tu devrais acheter ça, tu devrais construire là et tu devrais faire attention à ça. On peut le dire en bon père de famille, je peux leur donner quelques conseils de bons pères de famille et d'anciens présidents. Pour autant, ça ne veut pas dire que ma vision du moment soit celle qu'il faille vraiment pour la gestion de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il faut savoir s'écarter et sortir un peu du microcosme, d'où ma volonté de venir beaucoup moins, parce que c'est eux qui dirigent, de venir pour les bons moments et pour le plaisir de les voir et de voir tous les salariés, parce que c'est quand même, j'ai travaillé très longtemps avec eux et c'est ce que j'ai aimé le plus, l'humain. Mais pour autant, il faut que je m'occupe d'autre chose. Donc c'est pour ça que je m'occupe de l'UIMM, où je peux conseiller des personnes qui ont besoin d'un conseil de vieux sages, ou de sages, on va enlever le vieux. Sage, quand même. Mais voilà, pour apporter les conseils de quelqu'un qui a œuvré pendant plus d'un demi-siècle. Et je pense que ça aidera des sociétés familiales que je peux rencontrer au CJD de Toulon ou même autres, où il n'y a pas cette histoire de transmission familiale et où il y a des difficultés, où je vois des personnes quand même en souffrance. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous vous êtes fait accompagner même pour communiquer En fait, je pense qu'il y a vraiment, et ça vient, comment dire, s'ajouter à ce qu'on a pu dire avant, et en toute objectivité et toute humilité aussi, je pense que vraiment ce qu'il n'y a pas chez nous, c'est de l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a de l'ego et qu'on veut diriger, qu'on veut être devant, qu'on veut faire plus, que ça c'est peut-être négatif en fait pour déjà personnellement et puis pour l'entreprise, parce que il y en a qui fonctionnent comme ça, et nous on crée vraiment des histoires où on veut mettre l'humain au centre du sujet. Quand on crée du business dans un nouveau pays, eh ben, on se dit comment on va pouvoir alimenter cette entité-là pour qu'elle fonctionne et qu'elle disparaisse pas. On n'a pas des visions stratégiques de grands groupes où on se dit, bah, y a un mode projet, pendant 3 ans on est là-bas, puis au bout de 3 ans, si les 200 personnes elles doivent partir ou aller ailleurs, c'est pas grave. Non, on essaie vraiment toujours de construire et de jamais déconstruire. Donc l'ego, on le met de côté. Quand on sait pas, on sait pas. On le dit, on a zéro problème avec ça. Quand on a tort aussi, ça c'est pas un problème. Et donc c'est vrai que quand on a fait rentrer les fonds d'investissement au capital, BPI, Africa Invest, est venu à un moment où nos cousines avaient quitté l'entreprise, on se retrouvait du coup à 3 à diriger un groupe qui avait pris de l'ampleur. Notre père qui nous disait, bon, mais moi quand même, c'était en 2019, j'ai 63 ans, il faut commencer à penser à la suite. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on soit accompagné et challengé. Parce que en fait, l'accompagnement, c'est bien. On peut prendre des banques qui peuvent nous faire des prêts, on peut trouver des coachs, parce qu'il y en a partout, qui peuvent nous accompagner sur des sujets. Mais par contre, être challengé dans notre quotidien, dans notre gestion de l'entreprise, ça c'est quelque chose qu'on a voulu faire. Et ça nous a fait grandir. On a fait, même si on aime gérer les choses un petit peu humainement et on va dire comme on aime, c'est-à-dire qu'on n'est pas très focalisé sur les chiffres, les KPI, les machins, on fait attention à tout ça. Mais on va dire qu'on aime bien aussi piloter les choses au feeling, comme le disait Stéphane tout à l'heure. Mais par contre, on a dû mettre du cadre, et ce cadre, on essaie de l'amener tout en gardant en fait la philosophie de l'entreprise. Et ça va avec plein d'autres sujets qu'on a essayé d'introduire dans l'entreprise. On se challenge tous les jours. Il n'y a pas un jour où on essaie de surfer sur ce qu'on a mis en place, et pendant 1 an et demi, 2 ans, laissez-nous tranquilles,
on est sans arrêt en train de se remettre en question sur tous les sujets. Et il y en a plein, hein. On peut parler de l'entreprise à mission, que Stéphane maîtrise mieux que J'allais moi. y Mais venir, justement. voilà, donc c'est plein de choses comme ça où quand on est dans une espèce de stabilité, on pense toujours au coup d'après, mais pas pour finalement être uniquement innovant ou se différencier, juste parce qu'on estime que c'est logique d'avancer comme ça pour donner envie aussi à nos collaborateurs de venir chez nous et de rester aussi, parce que c'est un petit peu la problématique de notre monde actuel. On n'arrive pas à garder une certaine stabilité dans certains emplois, dans certaines entreprises. Et nous, on se félicite malgré tout de ne pas avoir, d'avoir très peu de turnover et d'avoir des gens qui sont là depuis très très longtemps. Donc ça montre qu'on a réussi au moins ce challenge-là, quoi. Et la société à mission, justement, c'est un challenge que vous vous êtes donné il y a quelques années. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers tout ça? Ben, d'abord, il y a eu d'abord en 2015 le démarrage officiel de la RSE, qui d'ailleurs à l'époque était bien plus porté par mon père. Après, on a baigné dedans. Déjà, avant d'officiellement faire de la RSE, on en faisait, on ne savait pas qu'on en faisait. Et je vais démarrer par l'explication qui était la mienne, mais justement pour bien faire comprendre à ceux qui nous écouteront que dès la RSE déjà, quand on n'est pas habitué, on peut croire que ça peut être une perte de temps. Parce que on modifie les codes, on modifie la manière de travailler, on y intègre ou des process, ou on y mélange, par exemple pour notre métier, la biodiversité avec l'éclairage public. Pourquoi? À quoi ça sert? On a l'impression de perdre du temps. Et après, petit à petit, on se rend compte que ça devient un outil. On a fait en 2015 la création du bureau RSE et développement durable. Et pendant 10 ans, on a fait de la RSE. Et il y a quelques années, alors je ne veux pas revenir sur ce que disait mon frère, mais il y a une histoire qui est quand même très importante aujourd'hui dans l'évolution de notre boîte, c'est l'humain. Parce que c'est la rencontre. On parle de feeling, mais on parle aussi de rencontre avec des personnalités ou des gens en qui on est sûr que la synergie va se faire et des choses démarrent. Et la société à mission, ben, ça a été un peu ça. C'est aussi pour ça que je l'ai porté au début. Je me retrouve à discuter avec une personne dans un environnement de conseil d'administration, une personne, belle boîte varoise d'ailleurs, qui devient société à mission. Je ne comprends pas ce que c'est, je pose beaucoup de questions, je m'aperçois que ça se rapproche de la RSE, mais on est quand même un cap bien au-dessus, vraiment au-dessus. Et ça m'a parlé. Parce que aussi, quand on fait quelque chose ensemble, il faut que ça nous parle nous, parce qu'on va baigner dedans. Donc si on prend une décision où pendant 10 années, on a l'impression qu'on s'est créé un boulet, c'est pas le but. Et là, la société à mission, il y avait vraiment une raison d'être et quelque chose au-dessus. Moi, je l'explique aujourd'hui très simplement, hein, je vais l'imager. La RSE, c'est bien, mais ça peut vite, potentiellement, même si c'est pas notre cas, mais c'est le cas de certains, devenir du greenwashing. Société à mission n'a pas le droit à l'erreur. On change nos statuts, on crée des missions, on crée une raison d'être, on est analysé, on est audité une fois par an pour être sûr que le cap qu'on a donné, on y va. Par contre, on n'est pas obligé de donner un cap incertain, on n'est pas obligé de donner un cap qu'on n'est pas sûr d'atteindre. Il faut y aller petit à petit et construire sa mission au fur et à mesure. Et elle fonctionne, alors je pense que c'était et ça l'est toujours un peu avant-gardiste dans le sens où, et dans notre métier, dans l'industrie, c'est rare, parce qu'on est 8% de sociétés à mission en France aujourd'hui dans l'industrie, donc on voit plus les sociétés à mission. On a créé une boîte de solutions environnementales il y a quelques années qui était directement société à mission, mais avec un état de start-up, on va dire, donc c'est beaucoup plus facile quand on vend du service que quand on est industriel. Et donc ça donne une vision pour le business, pour l'avenir de notre planète, hein, sans faire des grands mots, mais en même temps, je dis toujours que nous, on était grande PME, aujourd'hui moyenne petite ETI, si toutes les sociétés de notre taille avaient la même vision, je pense qu'on n'en serait pas où on en est aujourd'hui sur certains sujets. Donc on contribue au bien, on vend de l'énergie, on vend de l'électricité, et donc on doit maîtriser ce qu'on fait dans notre bilan carbone, etc., etc. Et puis en même temps, on parle des collaborateurs, une raison d'être, elle est aussi pour l'interne. Et beaucoup d'ailleurs, de s'identifier. On parle de cette jeune génération très libre, avec les réseaux. Aujourd'hui, on peut se lever le matin, dire j'ai envie d'aller travailler en Australie, ben, je regarde mon PC, je trouve une offre, je prends un avion. Comment les faire rester? Comment leur donner envie de rester dans une entreprise? On a cet ADN familial, on a ce côté famille, mais la mission, c'est aussi un jeune qui rentre aujourd'hui dans une société où il voit des cheminées sur le toit parce que c'est une obligation, on a une industrie. Comment on gère?
une autre pollution. On n'en a pas parce qu'on recycle tout. Et donc tout ça, quand c'est inscrit et que c'est établi, c'est quand même beaucoup plus parlant de dire ouais, t'inquiète, on s'en occupe. Et au final, des fois, on s'en occupe pas forcément. Et donc, c'est un challenge, parce que c'est un vrai challenge. Mais ça va nous construire d'une autre manière et ça donne une vision à nos parties prenantes aussi externes de ce qu'est le groupe, quoi. Et qui se différencie clairement sur la biodiversité, sur la vision de l'avenir, en fait. Voilà pourquoi on porte. Puis ça vous a permis d'intégrer aussi vos équipes dans la réflexion, dans la construction. Clairement, interne, externe. On fait appel aussi à notre comité de mission. Il y a une personnalité externe aussi qui vient challenger un petit peu notre vision et qui des fois sont des sujets qui ne correspondent même pas à notre métier premier, mais nous aident à construire autour. Donc c'est vachement intéressant, mais il faut s'impliquer. Et c'était pas obligatoire en plus d'avoir clairement quelqu'un pas. d'externe au comité. En fait, il y en a qui peuvent décider de le faire dans leur propre environnement. Et nous, encore une fois, de la même façon qu'on l'a fait avec les investisseurs, on s'est dit il faut mettre quelqu'un dans tout ça pour nous challenger aussi, parce qu'avec une vision extérieure et une autre vision de la vie en général, nous, en tant qu'industriel, on peut avoir une vision qui est très aussi peut-être terre à terre, pragmatique, alors que quand on a quelqu'un qui est dans notre cosme, on va dire, il va avoir une vision externe et qui va pouvoir en tout cas nous faire penser autrement. C'est un peu ce qu'on essaie de faire au quotidien. Est-ce que vous pouvez quand même nous citer pour les auditeurs la raison d'être de votre entreprise ? Il nous reste quelques minutes. J'ai vu plein de choses sur LinkedIn, des choses modernes que vous faites avec vos collaborateurs, notamment quand il y a les nouveaux intégrés. J'ai pu voir, je ne sais pas si c'était sur ce canapé, mais l'intégration version Friends de vos collaborateurs. De nos jeunes, ouais. Comment ça se passe au quotidien ? Toutes ces choses qui sont mises en place, est-ce que ce sont vos jeunes recrues qui proposent ces choses-là ? Qu'est-ce que vous faites de peut-être management moderne en plus de la société à mission qui pourrait plaire aux jeunes qui veulent vous rejoindre ? Ce qu'on a dit tout à l'heure presque a répondu un peu à la question, parce qu'en fait, il y a tellement d'autonomie, de liberté d'expression. En fait, on n'est pas. Aujourd'hui, en fait, on part du principe qu'il n'y a pas de. On n'est pas des dirigeants qui, donnant un cap le 1er janvier, et qui venons voir les résultats à la fin de l'année, quoi. On vit au quotidien l'entreprise. On est au quotidien, alors même si on est souvent en déplacement à droite à gauche, mais on vit au quotidien la vie de nos collaborateurs. Donc en fait, les idées, quand elles sont bonnes, on a notre équipe événementielle et marketing et com qui est aussi à côté de nous là aujourd'hui, mais c'est des idées qui viennent d'eux, voilà, qui touchent aussi cette vision moderne qu'on peut avoir. Là, vous parliez tout à l'heure de l'intégration des jeunes. Les jeunes, ils communiquent comme des jeunes. Et puis ça nous plaît. Et en même temps, on a vécu ça dans nos familles, de génération en génération. Des jeunes de la famille qui travaillaient avec des plus anciens de la famille et qui, ces anciens-là, laissaient faire les jeunes parce qu'ils avaient des idées, parce qu'ils se disaient indirectement, s'il le fait comme ça, vu que c'est de son époque, c'est que ça doit se faire comme ça. Donc cette autonomie-là, en fait, elle donne beaucoup de liberté, et puis ce qui nous permet même des fois d'être agréablement même surpris de nous, parce qu'on n'est pas forcément au fait de tout, et puis quand on voit des vidéos comme ça, on les trouve fun, et puis ça nous va bien. Puis on a aussi des enfants qui ont à peu près l'âge de certains, donc on vit aussi à la maison ces choses-là, et on n'est pas totalement indifférent à ce genre de communication-là, mais c'est ce qui donne vraiment le côté un petit peu, on est tous ensemble, on n'a pas la même vision, et on arrive à dynamiser tout ça. Je pense que déjà, quand mon père, avec ce qu'il gère au quotidien avec l'UIMM et les jeunes à qui ils peuvent former ou donner envie à l'industrie, moi de mon côté qui suis un des membres fondateurs de la Fondation Université Côte d'Azur qui côtoie l'université, la recherche, et ces jeunes-là on sent que justement c'est un temps difficile à les garder. Et puis le côté, on a parlé de l'autonomie, mais c'est aussi important de comprendre que nos managers et directeurs, enfin en tout cas ceux qui sont au quotidien au plus proche de nous, je dis pas qu'ils nous connaissent par cœur, mais un peu quand même, connaissent nos caractères. Ils savent très bien que ce qu'ils vont engager, ça peut être ils vont pas aller trop loin si la surprise peut être une mauvaise surprise entre guillemets. Donc ils vont faire quelque chose. Bon, évidemment, on le fait pas au quotidien, mais on manage via un budget. Quand par exemple le marketing com a un budget, après derrière ils ont utilisé leur budget pour avoir une idée, mais ils vont pas trop s'aventurer à un truc où ils savent que ça va pas fonctionner avec nous, par exemple. Donc ils vont beaucoup jouer avec ça parce qu'ils nous connaissent. Et donc c'est encore une fois de la transmission.
parce qu'ils connaissent nos caractères, on se livre, on est vrai, et donc du coup ils savent très bien là où ils peuvent aller et comment ils peuvent allouer leur budget pour éviter qu'on leur dise non, ça tu l'as fait pour rien, parce que ça marchera pas. C'est très très rare, ça n'arrive quasiment jamais. Ça peut arriver, une erreur de temps en temps, mais l'erreur elle nous aide à construire celle d'après. Donc après au final ça n'arrive plus, quoi. Mais voilà, l'esprit c'est aussi ce dont vous parlez, par exemple la vidéo, c'est un bel exemple où moi j'ai souri et je me suis marré de voir cette vidéo où je n'étais pas informé. Parce que ça fait partie des petites choses micro où on ne peut pas être au courant de tout et on l'a kiffé comme quelqu'un qui va la visionner et qui n'est pas membre de l'entreprise. Donc ça, c'est le côté fun. C'est le côté fun, et puis on revient sur le climat de confiance qu'il peut y avoir dans une entreprise familiale comme la nôtre. C'est de laisser les gens s'exprimer. Et moi, je dis toujours, il y a une phrase que j'adore, c'est Richard Branson qui l'a dit. Il disait: prenez soin de vos salariés et prendront soin de vous. Et je pense que plus on est proche d'eux, plus on prend soin d'eux, plus ils sont proches de nous, plus ils prennent soin de nous. Et donc c'est un bel échange, c'est une marque de confiance, c'est permettre aux gens de s'exprimer, de développer leurs talents et pas de les freiner. Et donc ça ne peut faire que grandir l'entreprise. Merci. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Ou quelque chose que vous voulez rajouter pour les auditeurs? Un conseil, Non, un partage? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, et je terminerai là-dessus personnellement, l'entreprise va avoir 100 ans dans 1 an et demi. Quand je suis rentré dedans, je pensais jamais un jour devenir directeur commercial, directeur achat, président, et transmettre en devenant vice-président, et prendre le plaisir d'être un retraité heureux et de voir l'entreprise continuer à se développer avec les talents qu'il y a à l'intérieur, et d'avoir pu transmettre à mes fils pour qu'ils puissent continuer l'aventure. J'ai 4 petits-fils, il y en a déjà un qui est rentré. Ça fait partie de mes fiertés. Et je crois que le gros avantage de l'entreprise familiale telle qu'elle se décline aujourd'hui dans ses locaux, c'est qu'on fait rien on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour la pérennité de l'outil. Et quand mon grand-père a commencé, il était seul, il y a presque 100 ans. Aujourd'hui, on y est plus de 400. Quand on sait quand on a 400 salariés dans l'industrie, et on dit toujours que un salarié dans l'industrie, c'est 5 salariés induits ou indirects, ben je suis fier de tout ça, parce que grâce à cet outil que j'ai transmis à mon tour, on continue à développer, à embaucher, à créer des emplois, et surtout à faire vivre des passions qui puissent s'exprimer à nos côtés, enfin à leur côté maintenant, et faire briller cette entreprise. Parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu l'entreprise de tout le monde, même si elle a un nom et une famille, mais c'est l'entreprise de tous les collaborateurs qui sont à l'intérieur. Et on défend notre industrie française, parce que ça se perd beaucoup, et les ETU ont un grand rôle à jouer, parce qu'on s'aperçoit que ça devient de plus en plus compliqué, et on laisse partir nos industries, notre savoir-faire, et donc c'est quand même une fierté de pouvoir continuer à se battre en ayant tous nos sites de fabrication qui sont en France, et payer nos impôts en France, même si on en paye beaucoup trop, on est fier de les payer en France. Et je pense que si moi, de mon côté, je pouvais donner juste un conseil, parce que pareil, on se met à le vivre. Moi, j'étais directeur commercial avant de reprendre la présidence. On s'aperçoit qu'on change de métier et que comme on est dirigeant, on a les épaules qui sont un petit peu lourdes. C'est parfois compliqué. On peut avoir tendance à avoir envie de baisser les bras, et c'est vraiment de donner le conseil à ceux qui sont entrepreneurs et qui veulent grandir. Il y a tellement plus de positifs que de négatifs. Il faut se battre sur les côtés négatifs et complexes pour récolter ce qui est positif et ce qui nous donne envie de vivre la société qu'on a, quoi, tout simplement. Mais voilà, s'armer quand même quand on est entrepreneur, parce que c'est pas tous les jours simple. Merci. J'ai une dernière question pour vous, et je vais vous la poser à tous les 3, parce que ça serait vraiment bien pour moi si vous aviez 3 propositions à me faire. Je demande toujours en fin d'épisode quelle personne vous me recommandez
d'aller interviewer managers, dirigeants pour mes prochains épisodes. Donc si vous avez 3 idées à me partager, je prends. Si vous en avez une, je prends aussi. Je vous écoute. Je peux ? Vas-y. Moi, je penserais à quelqu'un qu'on connaît très bien et qui est un entrepreneur magnifique dans son domaine, et je pourrais vous conseiller Monsieur Franck Canata du groupe Transcan, qui est basé à Carrosse et qui a énormément développé sa boîte aussi, accompagné, et je pense que ce serait intéressant de pouvoir faire un podcast avec lui, par exemple. Merci. Et moi, je peux à la limite parler d'Ami à nous, qui est une entreprise aussi familiale, qui est spécialisée dans l'éclairage, mais dans un autre type d'éclairage festif. Donc, c'est une société qui s'appelle Blacher Illumination. Et Johan Hugues, qui est un ami et qui est aussi le directeur export de cette structure familiale, dont il en est le neveu, qui est une très belle histoire aussi, avec un chemin assez similaire, même s'il y a beaucoup de divergences sur le mode de fonctionnement, mais en tout cas, une entreprise assez similaire à la nôtre. Merci. Et moi, je vous en donnerai 2, pour la peine. Marcel, c'est gentil. Toujours plus. Le premier, ça serait Philippe Renaudi, qui est le dirigeant du groupe Tama, du groupe Renaudi, pardon, et qui est une personne que j'admire et que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, ce soir, ils vont lui remettre la Légion d'honneur, donc je suis fier de ça. Et donc, c'est vraiment une belle personne qui, lui aussi, transmet à ses enfants et qui a fait un parcours extraordinaire. Il transmet à la 4e génération aussi. Donc, c'est juste top. Et une femme, pour changer un peu, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui sont chefs d'entreprise. Une femme pétillante, passionnée, passionnante, amusante, avec plein de qualités. Vous savez, des gens qui sont passionnés, souvent on leur trouve beaucoup de défauts parce qu'on les voit partout. C'est Claire Peradotto, qui est l'entreprise Peradotto Publicité, qui a une entreprise familiale. Elle travaille avec son frère, elle a 6 enfants qui viennent de rentrer. Elle est sur la transmission, alors elle est plus jeune que moi, donc elle a le temps de bien la construire. Mais c'est une femme pleine d'énergie, et si vous la questionnez, je pense que vous allez adorer. Merci. Merci à tous les 3. Merci beaucoup Merci à vous aussi. de m'avoir donné cette opportunité. Même si je suis pas une professionnelle, j'ai passé un très bon moment avec vous et on sent que ce que vous dites, c'est du vrai. C'est pas du bullshit parce que vous êtes face à une caméra et que vous avez envie. Et moi, en fait, si je cherchais encore un emploi, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, je postulerai pour venir travailler avec vous. Et vraiment, je me suis sentie bien. Merci aussi à l'équipe, même si on les voit pas au niveau de la caméra. Et si un jour, vous avez l'opportunité de me faire visiter votre entreprise, j'en serais ravie. Parce que vous m'avez donné envie d'en savoir un petit peu plus sur l'industrie. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Et je suis émue, parce que du coup, vous avez été émue aussi, donc ça m'a touchée. Merci. Merci beaucoup à vous. Pour la d'avoir visite, pensé à nous. vous prendrez rendez-vous avec Julie, qui a mon agenda, et je vous ferai une visite VIP. Ah, Merci. Merci. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.